is run by paid investment bankers, and Morningstar's tools help make Messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, nous avons placé le thème de cette session sous le thème du stock picking, la sélection de titres. Pouvez-vous, pour commencer, nous rappeler les principaux points de vos stratégies d'investissement respectives? Monsieur Daubler. Bon. Nous, on est des gérants spécialisés dans les sociétés de croissance à très bonne visibilité, de grande qualité. Donc, si vous voulez, notre philosophie de gestion, c'est que si vous achetez un titre à croissance longue, suffisamment sous-évalué, et si vous le détenez un certain nombre d'années, la performance des bénéfices et la performance du titre vont converger. Donc, si vous avez une société, par exemple, qui fait du 12% par an, votre fonds, si vous achetez ces actions suffisamment sous-évaluées, il va faire en moyenne 12% grâce à cette action par an. Voilà. Quel horizon d'investissement à peu près? On est dans des métiers très compliqués parce que c'est vrai on juge sans arrêt les gens sur des périodes assez courtes. Or, malheureusement, nos travaux ressemblent plus à des travaux d'horticulteurs, si vous voulez, avec des durées qui ressemblent plus à des périodes, comme dirait Warren Buffett, de 10 ou 20 ans, que des périodes de 2 ou 3 jours, parfois comme on pourrait nous juger. Donc, mais enfin, en tout cas, je pense que si on achète une valeur suffisamment sous-évaluée, sauf période exceptionnelle comme on a eu peut-être dans les dernières périodes, 3 à 5 ans devrait être un horizon normal. Voilà. Monsieur Van Dever, votre style de gestion? On est des active stock pickers et donc on se focalise sur des valeurs plutôt en habillé dans notre analyse mid-cap parce qu'on pense que là il y a le plus de... Sorry. Remontez le droit. Donc on a habillé mid-cap parce qu'on pense que c'est là qu'on peut ajouter le plus d'alpha dans le stock picking. Et on préfère des valeurs entre 4 et 5 milliards de market cap parce que souvent là, il y a un re-rating qui se fait une fois qu'ils entrent dans l'indice, dans le scope des grands brokers anglo-saxons. Mais le stock picking est dirigé aussi par les thèmes qu'on joue. Donc souvent, on va essayer de trouver des stock picks en fonction des thèmes qu'on aime bien. Il y a des thèmes à long terme, comme chez nous à Petercam, on pense que la croissance économique à terme va être dirigée par les emerging markets. On essaie de l'impliquer via les subséquences agricoles, raw materials, tout ça. Mais il y a aussi des subthèmes, par exemple, dans certains secteurs. Télécom, par exemple, on pense que le câble, c'est une infrastructure supérieure à tout ce qui est téléphonique traditionnel. Donc on va jouer ça, on est overweight câble comparé avec des telecom operators, mais aussi dans les classiques telecom operators, on va jouer ceux qui sont le plus avancés là-dedans. Et puis évidemment, il y a les critères de valorisation et tout ça qui joue dans cette... Donc du stock picking, mais dans un contexte thématique. Oui. Très bien. Monsieur Bouvigny? Alors nous, on essaye d'avoir une gestion qui ne soit pas marquée par des billets qui pourraient être favorisés dans certaines conjonctures et pas dans d'autres. C'est la raison pour laquelle on a une triptyque, les 3 C. Donc d'abord une gestion de conviction. Alors ça paraît aujourd'hui assez banal de dire on fait de la gestion de conviction, mais à l'épreuve des faits, c'est beaucoup plus difficile que ça, puisque travailler avec des tracking errors de l'ordre de 5 à 7, quand on fait des choix en matière de gestion, la probabilité qu'on ait raison tout de suite est à peu près nulle. Hein, donc il faut savoir tirer des bords pour pouvoir arriver devant. Et ça, évidemment, c'est pas permis à tout le monde parce qu'il faut supporter le fait d'être contrarié par rapport au marché. Donc une gestion de conviction, plutôt contrariante, dans la mesure où, historiquement, lorsqu'on est avec la foule, on a beaucoup de chances de se faire piétiner, et lorsqu'on s'en écarte un peu, on a plus de chances d'avoir des opportunités, même si, effectivement, nous, le sens de contrariant n'est pas de dire il faut être à l'inverse du marché systématiquement ou à l'inverse du consensus, c'est plutôt de contrarier les arguments. C'est pas parce qu'il se dit quelque chose que c'est forcément vrai. C'est pas parce qu'on dit que en mars 2009 c'est 29 que c'est forcément vrai, la preuve. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on dit que la révolution technologique est quelque chose de merveilleux pour le return on equity que c'est forcément vrai. Donc il faut contrarier systématiquement les arguments, et on y reviendra aujourd'hui sur les banques, puisque voilà, le fait est que ce qui se dit n'est pas forcément vrai quand on regarde les chiffres. Contrariant, et enfin un dernier aspect qui nous différencie peut-être par rapport aux deux autres qui sont assez classiques,
c'est qu'on essaye de trouver mettre en avant de la convexité. Nous cherchons des investissements qui, dans l'exercice difficile qui est, comme disait la palisse, de prévoir l'avenir, il y a forcément un degré d'erreur qui est important. Pour l'investisseur, le sujet n'est pas de savoir s'il y a un risque, il y a toujours un risque, quel qu'il soit, sur n'importe quelle valeur. Le sujet de l'investisseur, c'est de savoir s'il est rémunéré pour prendre ce risque de prévision sur l'avenir. Et en essayant de trouver des investissements asymétriques, c'est-à-dire ceux pour lesquels, si on a raison, alors on peut gagner beaucoup parce que le marché a une vision contraire, et ceux sur lesquels on a tort, dans ce cas-là on perdra bien évidemment puisqu'on a tort sur les paramètres qu'on a donnés, mais dans ce cas-là on a une prime de risque implicite qui permet d'amortir le coût et de façon à ce que on ait cette convexité dans l'investissement. C'est un axe tout à fait particulier de notre maison là-dessus. Très bien, merci. Donc on le voit, tous les trois, des gestions différentes, bien sûr, mais basées sur la sélection de titres. Pourtant, moi, j'ai l'impression que le marché reste dominé par des grands facteurs macroéconomiques, voire politiques. Comment est-ce que vous caractériseriez l'environnement actuel et comment, éventuellement, vous adaptez votre style de gestion, monsieur Bouvigny ? Alors nous, on essaye effectivement de passer la majeure partie du temps sur la recherche de valeurs convexes, comme je l'évoquais, mais in fine, dans un portefeuille, il y a toujours un biais macro. Ne pas l'identifier, c'est prendre un risque, c'est faire de la macro sans le savoir. Si on est défensif, à valeur GARP, on va dire, eh bien si l'économie se retourne, on aura quand même sur le période de retournement une sous-performance. Si on est deep value, et que l'économie s'effondre, on aura une période de sous-performance assez forte. Donc la construction du portefeuille doit être assise effectivement sur ces idées de titres, mais on doit avoir une conscience du biais macro que l'on peut prendre pour savoir si on l'accepte ou pas, si pour nous il est convexe ou pas. Donc ça, on l'a bien en tête. Et alors ce qui est intéressant sur cette année 2011 dans les marchés, c'est que en tout début d'année, vous avez 90% des gérants qui vont vous dire c'est une année de stock picking. Ça va être une année de stock picking. Et dans 90, on va dire, je vais être plus gentil, dans 70% des cas, quand vous regardez les performances à la fin de l'année, vous vous rendez compte que c'était une grande année thématique. L'année dernière, il ne fallait pas être dans les banques, il fallait être dans les cycliques exposés à l'international. Ça, c'est de la thématique pour moi. En 2008, il fallait être très défensif, et en 2009, il fallait être gros bêta. Ça, c'est de la thématique, c'est pas du stock picking. Et cette année, donc moi je le dis et je le dis rarement, c'est pour le coup, mais on n'est qu'à la moitié de l'année, une vraie année de stock picking. Pourquoi ? Première performance de l'Eurostock 50, Enel, plus 27%. Avant-dernière performance de l'Eurostock 50, RWE, moins 20%. BNP plus 6, Intesa moins 6, Sanofi plus 10, Unilever moins 4. Vous n'avez dans tous les secteurs, que ce soit les défensifs, que ce soit les financières ou que ce soit les cycliques, vous en avez autant en haut qu'en bas du classement. Et ça, dans l'histoire de l'évolution des marchés financiers, c'est très très rare, mais encore une fois, on n'est qu'à la moitié de l'année. Le cycle peut l'emporter, la thématique peut l'emporter pour les 6 prochains mois. Bien, on verra. Monsieur Dobler, qu'en pensez-vous ? Chez Cobgest, nous on trouve que la macroéconomique est par un peu définition imprévisible. On avait cet exercice cruel qu'on ne fait même plus de prendre toutes les prévisions des économistes en fin d'année et de voir ceux qui ont eu raison. Et on s'aperçoit qu'en général, c'est totalement, surtout quand il y a des grands renversements de tendance, c'est totalement faux. Donc il y en a un qui a eu raison, mais au cycle d'après, il aura sans doute tort. Donc on est face à une matière relativement imprévisible. Bon, qu'est-ce qu'on garde comme... Évidemment, on regarde tous des indicateurs macro parce que c'est malgré tout le diapason, si vous voulez, de nos métiers. Et on regarde comme indicateur, par exemple, les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt réels. Or, ce qu'on constate depuis un moment, c'est que ces taux d'intérêt réels sont devenus négatifs dans un certain nombre de grands pays, voire à zéro en Europe. Et donc ça trouble beaucoup, si vous voulez, les notions de valorisation. C'est-à-dire que si les rendements des choses sont totalement biaisés aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a des grosses croissances de liquidités qui sont utilisées par les grands brokers internationaux pour envoyer les investisseurs dans un certain nombre d'impasses très régulièrement. Donc, on a des marchés en taux ondulés qui continuent aujourd'hui.
Nous, notre seule réponse possible,